Tout le monde déteste l'ennui. C'est pour ça que l'humanité a inventé Minecraft. Personne s'ennuie sur Minecraft. C'est bien de ne rien faire, sans penser, sans bouger. L'ennui, c'est la volonté de faire quelque chose sans avoir d'idées assez fortes pouvant déclencher un processus d'action. Heureusement pour eux, les idées, ils en ont plein. Ferb, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors, Attends, mais y a même plus d'effort de travail là, c'est les paroles du générique. Phineas, c'est une grosse tête. Littéralement, mais c'est pas la question. Pas vraiment turbulent, c'est un véritable génie. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il est un peu jeune pour faire tout ce qu'il a en tête. Oui, il est trop jeune. Et alors? Ferb, c'est son demi-frère. Il est la force tranquille, le calme avant et après la tempête, toujours prêt à se salir les mains pour plein de choses, il est le meilleur personnage. Et il a toujours les meilleures répliques, alors qu'il parle jamais. Les vacances sont vraiment longues et on a un peu tendance à s'ennuyer. Mais bon, Phineas et Ferb ont trouvé une solution pour pallier à ce problème, faire absolument tout ce qui leur passe par la tête. Et je le répète, ils ont vraiment deux très très grosses têtes. Ces deux personnages sont véritablement un symbole de créativité. Mais leur vie n'est peut-être pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le cas de ces deux frères qui, entre la création de montagnes russes et de passages interdimensionnels, ont peut-être oublié d'aller passer un diagnostic chez le psy. Allez Disney, dessine-moi un ornithorynque. Hop, générique. Mais bon, avant de parler de Phineas et Ferb, il faut que je vous parle de leur créateur, pour que vous voyez un peu le style de gars à qui on a affaire. Hi, I'm Dan. And I'm Swampy. And we're the creators of Phineas and Ferb. Dan Povenmire est un scénariste, réalisateur, producteur et doubleur américain. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Povenmire entre à l'université de Californie à Santa Barbara où il étudie l'animation. C'est là qu'il rencontre Jeff Swampy Marsh, avec qui il se noue d'amitié et une collaboration artistique qui va perdurer tout au long de leur carrière. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Povenmire se lance dans l'industrie de l'animation. Il travaille initialement sur plusieurs projets, y compris des séries animées télévisées et des longs métrages. Il occupe différents postes, notamment ceux de storyboarder, de scénariste, de réalisateur, ce qui lui permet d'acquérir une expérience sérieuse et précieuse dans tous les aspects de la production animée. Pour vous donner une petite idée du gars, il a travaillé sur Bob l'éponge, Hey Arnold, et il a été réalisateur sur un bon paquet d'épisodes de Les Griffins. Mais le véritable tournant de sa carrière survient lorsqu'il commence à travailler pour Les Simpsons. Il rejoint l'équipe en tant que scénariste et réalisateur où il contribue à pas mal d'épisodes, il se perfectionne en écriture et en réalisation et se prépare pour le projet du jour. Après son passage remarqué dans Les Simpsons, Povenmire continue de travailler sur différents sujets, mais c'est sa collaboration avec Swampy Marshall, mais c'est sa collaboration avec March qui le propulse vers un nouveau sommet. Bon bah tant que j'y suis, je vais aussi faire un détour sur la vie de Jeff Swampy Marsh. Je comprends toujours pas pourquoi les Américains mettent un surnom dans leur nom. Mais vous allez voir, c'est vachement intéressant. Pour le coup, Jeff est lui aussi animateur, doubleur, scénariste, réalisateur et producteur américain. Jeff est issu d'une famille recomposée assez nombreuse, et de son côté, en regardant la télévision et les médias, il n'a jamais vraiment vu son quotidien réellement adapté. Il ne s'est jamais reconnu dans les séries, dessins animés et sitcoms qui passaient sur les écrans. Vous voyez où je veux en venir? Non? Vous allez comprendre. La plupart de ses moments libres, Comme les vacances scolaires. il les passait à creuser des tunnels dans son jardin, à construire des forts, des cabanes dans les arbres, et à imaginer des faux groupes de musique dans son salon avec ses potes. Oui, parce que Jeff, c'est aussi le petit-fils d'une immense légende du jazz, donc forcément, il a grandi dans un palais de la musique. Normalement, avec ce que je viens de dire, c'est là que vous faites le lien avec l'histoire du jour. Les deux amis partagent une vision créative similaire et décident de créer leur propre série animée. Et après la création et la validation du pilote par Disney, ils se lancent dans la production De Phineas et Ferb. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. Il y a presque 3 mois de vacances. Maman, Phineas et Ferb, on va la chanson du générique. Bon, comme ça, on l'a tous en tête. On peut continuer. Assez tourné autour du pot. Phineas et Ferb, qu'est-ce que c'est? Phineas et Ferb est une série animée qui suit les aventures de deux frères, Phineas Flynn et Ferb Fletcher, pendant leurs vacances d'été. Issus d'une famille recomposée, ils doivent trouver un moyen de s'occuper durant la longue période estivale. Heureusement pour eux, ils ont vraiment une grande imagination et sont doués de leurs 10 doigts. Au milieu de tout ça, Candice, la grande sœur, essaie de faire en sorte que leur mère se rende compte des folies qu'ils réalisent, sans jamais y parvenir. Parce que c'est là
qu'intervient le meilleur personnage de la série. Perry est l'ornithorynque de la famille, et il mène une double vie. Il se révèle être un agent secret envoyé régulièrement en mission pour contrecarrer les plans du maléfique Heinz Doofenshmirtz. Oui, comme le ketchup. Et il s'avère que souvent, ça entraîne la disparition complète des constructions des deux frères. Voilà, vous savez tout. Développons en commençant par le commencement. Pourquoi Phineas et Ferb ? Déjà, il faut savoir que Phineas doit sa création à un gribouillage réalisé sur une serviette de table dans un restaurant. De forme triangulaire, Dan Povenmire, Qu'il avait dessiné vite fait parce qu'il s'ennuyait à attendre son plat. il lui donne le nom de Phineas en référence à Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, dans le Tour du monde en 80 jours. C'est sensiblement le même nom. En plus, si vous l'avez pas remarqué, Phineas, avec sa tête et son corps, ça a la forme d'un P. Ensuite, Ferb doit son nom à un ami de nos deux créateurs, Frank Leisure. Avec un accent anglais. Frank est contremaître pour Hollywood, et on lui doit de nombreux décors du cinéma, notamment dans la série Star Trek Deep Space Nine. Il se trouve que ce mec est un pur génie quand il s'agit de fabriquer des trucs, et que sa femme le surnomme Ferb. Sa femme s'appelle Vanessa, d'ailleurs. C'est comme la fille de Doofenshmirtz, qui finit avec Ferb. Spoiler. Ah, et comme son frère, Ferb, il a la forme d'un F. Doofenshmirtz, c'est beaucoup plus facile à lire qu'à écrire. Hein. C'est comme les Schtroumpfs, en fait. Donc voilà, on a un génie de la construction, un mec qui est capable d'imaginer des trucs grandioses, et ensuite... L'animation de Phineas et Ferb n'est pas particulièrement extraordinaire. Avec des formes basiques, rondes, triangulaires ou rectangulaires, les couleurs sont assez claires et pétantes, appuyant la saison contextuelle de la série. En fait, elle a rien de grandiose dans sa manière d'être, cette série. Et pourtant, le succès de Phineas et Ferb est immédiat et phénoménal. La série remporte de nombreux prix et nominations et devient rapidement l'une des émissions pour enfants les plus populaires de la télévision. Mais pourquoi, du coup ? Son animation, aussi simple soit-elle, lui permet de se différencier des autres du genre, tout en ayant une patte graphique qui lui correspond. C'est vrai que si on y réfléchit, les yeux ronds ressemblent beaucoup à ceux des Simpsons, les formes de tête bizarres se rapprochent de Hey Arnold, et j'en passe. Avec Phineas et Ferb, Dan et Jeff ont mis toute leur expérience dans un projet qui non seulement leur correspond, mais en plus prend la suite des séries d'animation à succès que l'on connaît. On reconnaît certaines inspirations, que ce soit dans ses designs, mais aussi dans ses histoires, et on lui reconnaît beaucoup de références, notamment à Indiana Jones ou à des westerns par exemple. Il y a même un épisode où ils font tout un entraînement comme Rocky pour finir avec un combat de pouces. Ah d'ailleurs, petite fun fact, est-ce que vous savez pourquoi Perry est un ornithorynque ? Au moment de la création du personnage, ces deux créateurs voulaient absolument un animal qui sort du lot, qui se démarque. Il y a beaucoup de chiens de fiction et de chats aussi. Ce qu'ils voulaient, c'était provoquer un effet Shrek. Je m'explique. Aujourd'hui, si on vous parle d'un ogre, vous pensez tout de suite à Shrek, grâce à l'impact énorme qu'il a eu sur l'enfance de toute une génération. C'est devenu l'incarnation même de la créature. Eh bien, Dan et Jeff, ils voulaient un animal tellement méconnu que la simple évocation de son espèce nous ramènerait à leur personnage. Et donc c'est comme ça qu'un patchwork scientifique aussi bizarre est devenu l'icône de leur dessin animé. Et du coup maintenant, à chaque fois que vous pensez à un ornithorynque, vous voyez un genre de rectangle bleu canard avec un bec chelou et un petit chapeau marron. Et puis les yeux qui font comme ça. Et du coup, comme tout le monde, vous êtes déçus de voir ce truc-là. Autre petite anecdote, c'est Dan Povenmire qui fait la voix de Heinz Doofenshmirtz en version originale. C'est vraiment marrant. En ce moment, il fait plein de TikTok où il refait le personnage. Je vous invite à aller voir. Bon, si je reviens sur le lien que je faisais au début entre la série et la vie de March, il nous reste un détail qu'on n'a pas abordé. Alors oui, la série doit son succès à la représentation moderne de la famille. Beaucoup d'enfants ont appris que la famille qu'ils voyaient à l'écran avait beau être un puzzle, c'est l'histoire qu'ils partagent qui est important et pas leur passé. C'est pour ça qu'on ne sait pas grand-chose du père de Phineas et Candice ou de la mère de Ferb. Mais s'il y a bien un truc que March a réussi à faire, c'est transmettre sa passion pour la musique dans sa série. Allez, petit extrait. Écoutez, moi je vais vous parler de Phineas et Ferb au fond du jardin. J'ai perdu le sens du rythme, quand je n'ai plus le rythme, quand je n'ai plus... Tu vas aimer ce que peut faire cette voiture. Oui, Perry, on revient, Perry. Il y a une quantité astronomique de chansons, vraiment pas mal dans cette histoire.
On pourrait en faire une playlist complète. Que ce soit Ferb qui rappe sur une plage ou dans un parc en parlant d'écureuil, Phineas qui fait le show dans un centre commercial avec un unique tube, ou même un gigantesque concert en l'honneur d'un bout de plastique sur les lacets, tout est prétexte à une chanson. Même si rien ne dépassera jamais la chanson sur Perry l'ornitorrinque. C'est un mammifère aquatique qui est doué pour l'action. Il ne connaît pas l'échec avec sa queue de castor et son bec. C'est Perry, Perry l'ornitorrinque. Vous pouvez l'appeler Agent P. L'agent P. Comme beaucoup de programmes Disney et Disney Channel, Phineas et Ferb ont intégré la musique comme un élément principal de leur aventure. Chaque épisode a son moment musical, que ce soit avec des effets sonores qui donnent le rythme, ou avec une vraie chanson entêtante. La musique, elle est tellement importante qu'ils sont allés jusqu'à faire des featuring avec certains artistes. Je pense par exemple à Slash, le légendaire guitariste des Guns N' Roses. Ouais, rien que ça. Les paroles sont d'ailleurs étonnamment toujours traduites en français, avec un Donald Renew en Phineas qui est plutôt incroyable. Bon, la VF en général est vraiment pas mal. Allez, je nous en mets une dernière pour la route. C'est l'été, chaque minute est belle et beau, son pesanteur. À travers leurs vacances, à travers leur ennui et leur construction, Phineas et Ferb ont peut-être oublié de donner un détail sur leur personnalité. Peut-être que ces petits gars, qui cherchent absolument à s'occuper et à construire plein de choses, sont en réalité bien plus importants que ce qu'on pourrait penser. Qui n'a jamais lâché une activité pour en faire une autre en plein milieu de l'action? Une petite pensée à tous les puzzles qui ont été rangés sans être finis. Qui n'a jamais reporté ou détourné son attention après quelques secondes de focus? Génération TikTok avant TikTok. Personne ne peut dire que ça ne lui est jamais arrivé. Mais Phineas, lui, c'est plus compliqué que ça. Le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ou TDAH, est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Et pour Phineas, il y a beaucoup de choses qui portent à croire qu'il en est atteint. Phineas est impulsif. C'est un fait. Toujours à vouloir bouger, s'occuper, il est incapable d'attendre sagement, de laisser les choses se faire. Il a besoin d'être proactif, à la recherche d'opportunités, qui pourraient stimuler sa créativité. Bon, pour le moment, c'est la définition d'un gosse de 10 ans. Sauf que Phineas, il est constamment en mouvement, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de nouveaux projets à entreprendre. Son énergie débordante et son enthousiasme pour ses idées créatives se rapprochent beaucoup d'une hyperactivité très importante. Il a aussi beaucoup de mal à se concentrer sur une seule tâche pendant une très longue période. Il passe rapidement d'un projet à un autre et cette inattention est assez souvent présente chez les personnes souffrant de TDAH. Alors, tout petit disclaimer, j'y connais rien en TDAH. Si ça se trouve, je me trompe complètement, j'ai juste fait quelques petites recherches et j'ai fait des liens entre le personnage et ce que j'ai lu. Si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire où je me trompe et si j'ai oublié des choses. Ça m'intéresse beaucoup et c'est super intéressant. Non, ça fait 2 fois intéressant. Ça m'intéresse beaucoup et ça peut être que instructif. Ouais, ça marche. C'est peut-être aussi pour ça que la série a autant de succès. Le TDAH est un trouble assez méconnu, surtout à l'époque. Un grand nombre d'enfants ont probablement réussi à s'identifier à Phineas dans sa manière d'être et de réfléchir à toute vitesse. Plutôt que de stigmatiser les personnes atteintes de ce trouble, la série présente Phineas comme un jeune garçon créatif, dont les idées et l'imagination sont une source d'inspiration pour ses amis et sa famille. Et son frère alors? Ferb est ce qu'on appelle un homme de peu de mots. Bien qu'il soit capable de communiquer, il préfère souvent s'exprimer par des gestes ou des actions plutôt que par la parole. Cette préférence pour la communication non verbale est souvent associée à certains troubles du spectre autistique. On pourrait mettre ses silences sur le dos de la timidité, mais le peu de discussion qu'il a avec son frère ou les membres de sa famille laisse planer le doute. En plus de ça, Ferb a des intérêts restreints et répétitifs, en particulier pour ce qui concerne la construction et l'ingénierie. Son engagement intense dans ses activités montre un besoin de s'impliquer dans ses projets et surtout, il a la volonté de terminer tout ce qu'il entreprend. Le spectre autistique, au sens large, peut affecter la communication, les interactions sociales et le comportement. Ferb présente des traits qui peuvent être interprétés comme étant un représentant de l'autisme. Et encore une fois, comme tout à l'heure, j'y connais rien, dites-moi si je me trompe, mais je trouve que ça fait sens. La représentation de Ferb comme un personnage avec des traits du spectre autistique, c'est super dur à dire, est significative car elle offre une visibilité et une représentation positive aux personnes qui en sont atteintes. Plutôt que de les présenter comme étant différentes ou anormales, ce qui est le cas dans de trop nombreux programmes, la série célèbre les intérêts et les talents uniques des personnes autistes à travers le personnage de Ferb. En tout cas, il parle peut-être pas beaucoup, mais c'est toujours lui qui a les meilleurs punchlines.
La représentation de ces troubles est aussi différente. La représentation de ces troubles, aussi différents soient-ils, permet de non seulement sensibiliser le public, mais aussi de transmettre des messages positifs, inclusifs aux enfants qui regardent la série. Elle contribue à la normalisation de ces conditions. Les enfants peuvent se reconnaître dans ces personnages et se sentir représentés à l'écran, contribuant à promouvoir l'acceptation de tous. Il s'agit d'une opportunité d'éducation et de sensibilisation. En montrant les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de ces troubles, la série aide à mieux les comprendre et à empathiser avec leurs pairs, qui peuvent être différents d'eux. Ici, on nous délivre un message puissant selon lequel la diversité neurologique est une force plutôt qu'une faiblesse. Les personnages de Phineas et Ferb sont représentés comme des individus uniques et talentueux, dont les différences contribuent à enrichir le monde et à inspirer ceux qui les entourent. La série Phineas et Ferb est l'exemple parfait de la manière dont on peut aborder des sujets aussi sensibles et aussi complexes que ce genre de troubles. En mettant en vedette ces deux personnages, on offre une visibilité et une représentation importante aux personnes qui en sont atteintes, tout en transmettant des messages d'acceptation, de diversité et d'inclusion aux enfants du monde entier. Bon, par contre, ça explique toujours pas comment scientifiquement un ornithorynque peut être réel. Au fil des saisons, Phineas et Ferb ont captivé le public avec des nouvelles aventures et des rebondissements inattendus. La série s'est conclue après 4 saisons et un total de 222 épisodes, laissant derrière eux un héritage durable dans le monde de l'animation. Enfin, Fini. Après la fin de Phineas et Ferb, Povenmire et March continuent de travailler ensemble sur d'autres projets, notamment la série dérivée La Loi de Milo Murphy. Leur partenariat créatif reste solide et leur influence sur l'animation moderne est indéniable. À côté de ça, Phineas et Ferb ont rencontré les Avengers et réorganisé leur QG pour qu'ils soient plus grands à l'intérieur. Waouh, nouvelle théorie, Phineas est un seigneur du temps. Just a little British sci-fi technology. Ils ont exploré une galaxie lointaine, très lointaine, et ont parcouru le monde en moins d'une journée, sans oublier leurs aventures dans une autre dimension. Candice a même finalement réussi à les piéger. Ouais, dans un rêve seulement. Le docteur Doofenshmirtz s'est rangé du côté des gentils. Ferb a, comme son homonyme, fini avec Vanessa. Phineas n'a pas fini d'expliquer à Gabriella ce qu'il allait faire aujourd'hui. Bref, l'histoire continue. Les aventures de ces deux frères et de leur agent secret de compagnie ont vraiment marqué toute une génération. Avec ces histoires folles, ils ont marqué le goûter de tous les enfants qui pouvaient zapper sur Disney Channel à la fin des années 2000. Phineas et Ferb sont devenus de véritables icônes pour la chaîne. Et ils ont même été jusqu'à présenter un talk show avec plein d'invités, genre Jack Black et David Beckham. Bref, l'histoire de ces petits gars est véritablement géniale. Ce que Jeff et Dan ont créé est digne des plus grands dessins animés de leur génération. Et ce sont les symboles de l'enfance de beaucoup. D'autant plus que c'est intergénérationnel de s'asseoir au pied d'un arbre, un après-midi d'été, en réfléchissant à quoi faire. Et même si Phineas est probablement devenu un ingénieur de génie, que Ferb, lui, est toujours là pour concrétiser ses idées, il était vraiment badass, cet ornithorynque. On va bien s'amuser. Phineas et Ferb ont fait la chanson du générique.